Parce que on ne veut pas que vraiment ce qui va se développer après la mine soit quelque chose vraiment qui vient pour entrer en compétition avec l'environnement dans sa globalité. Mais il faudrait que vraiment ça se confonde. Donc, on s'assure que vraiment les choix qui sont faits, c'est des choix vraiment qui répondent vraiment aux réalités vraiment de la zone. Et c'est pour cela qu'effectivement, les autorités régionales au niveau des eaux et forêts, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont un rôle vraiment de consultant, ils ont un rôle vraiment de conseiller pour nous assurer que un petit pas qui se fait, ce n'est pas un petit pas vraiment qui va à l'encontre de ce qui existe, mais ça vient vraiment pour contribuer vraiment au développement vraiment de toute la biodiversité. D'accord. Alors, dans la suite de cette question, il y avait une qui était de savoir comment s'effectue l'atténuation des impacts observés au niveau des différentes composantes environnementales et sociales. Bon, il y a tellement de composants. Quand tu prends vrai que les composantes physiques, les composantes sociales, côté social, c'est vrai que M. Eba, vraiment, dans sa présentation, il a parlé vraiment du déplacement, vraiment de population. Nous, dans notre cas, au niveau de Yaouré, il n'y a pas eu vraiment de déplacement physique, mais il y a ce qu'on appelle des déplacements économiques. Donc, d'abord, il y a plusieurs options. Ce que nous, on a vécu quand j'étais au Sénégal, c'est que, bon, pour tout ce qui existe comme perte en termes de terre, en termes de culture, au lieu vrai que de payer cash, il y a genre un accord vraiment qui se trouve entre la compagnie et les populations, bien sûr, sur la supervision vraiment de l'État, pour essayer de remplacer ce qui se perd. C'est des choix vraiment que les populations font et la mine aide vraiment à la mise en place vraiment de ces projets-là. En Côte d'Ivoire, oui, on le fait, mais c'est beaucoup plus vraiment du cash. Mais quand tu donnes du cash à une population, il faudrait vraiment créer les conditions pour l'accompagner vraiment pour l'utilisation à bon escient. Donc, c'est en cela que vraiment, les programmes de restauration des moyens de subsistance vraiment sont très importants parce que ces populations qui ont tout perdu en termes de terre, en termes de culture, mais il faut qu'elles arrivent à survivre. Donc, les compagnies mettent en place vraiment des projets à impact rapide pour pouvoir permettre à ces populations de survivre. Et aujourd'hui, la tendance au niveau vraiment de la gestion même des fonds même pour du comité de développement local minier, c'est vrai qu'il y a des besoins en termes d'infrastructures, mais on met l'accent sur aussi des projets socio-économiques, des projets vraiment qui peuvent permettre aux populations vraiment de pouvoir véritablement vraiment se prendre en charge vraiment sur du long terme. Si vous parlez vraiment de l'environnement physique et pas vraiment de l'eau, bon, on a tous ces programmes vraiment qui sont des programmes de contrôle. On s'assure aussi que vraiment le rejet direct dans l'environnement vraiment soit minimisé. On a aujourd'hui le cas des parcs à résidus vraiment qui sont là. Les parcs à résidus, pour la plupart, les gens, c'est comme des cuvettes. Mais cette cuvette-là, on s'assure que le fond vraiment de la cuvette est tapissé vraiment par de la géomembrane pour empêcher toute infiltration. Et tout ce qui se dépose là-bas comme déchets, c'est des choses vraiment qui sont contrôlées. On a parlé vraiment du drainage minier ici. C'est vrai qu'au niveau de la verse acérie, si vraiment la protection n'est pas bien faite, ça peut générer, mais au niveau des parcs à résidus aussi, c'est la même chose. Donc, les contrôles qui se font permet de nous assurer que tout ce que nous déposons, c'est des choses vraiment qui, à la fin de la mine, vraiment peuvent être réhabilitées. Et aujourd'hui, on a des exemples au niveau du Ghana, même au Mali, où des parcs à résidus ont été réhabilités, ont été remis en état et aujourd'hui, ces parcs-là sont utilisés vraiment pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, dans les plans de gestion de l'environnement, plans de gestion environnementale du soutien, il y a des plans conceptuels vraiment qui sont énumérés vraiment par les services étatiques, mais dans la pratique, les compagnies cherchent à aller au-delà de ça pour s'assurer que ce qui va être laissé, c'est ces choses vraiment qui se font vraiment dans l'environnement. OK, je vous remercie. Alors, dernière question pour vous et ensuite ce sera une question adressée à Solène. Il y a un participant qui voudrait savoir pourquoi vous sécurisez des espaces qui ne sont pas encore en exploitation. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de sécuriser juste le site en installant des marqueurs spatiaux et évoluer progressivement? Comme ça, cela permettrait la mobilité des animaux et des populations. Oui, c'est l'idéal, mais aujourd'hui, comme il le dit dans le cas de Yaouré, on a hérité d'un site qui était auparavant exploité par 3 à 4 compagnies minières. Aujourd'hui, on a le phénomène de l'orpaillage qui bat son plein avec tout ce qu'il y a comme insécurité. Donc, c'est des choix vraiment qui ont été faits de façon stratégique, mais bien sûr que vraiment, ça permet de protéger vraiment les installations.
mais de l'autre côté, ça a un impact sur la biodiversité. Mais cette clôture qui est mise, la clôture a été installée autour vraiment des installations. Ce n'est pas tout le permis d'exploitation qui a été clôturé, c'est la zone d'exploitation. Du coup, l'exploration continue en dehors de cette zone. Donc, quand on n'est pas sûr que cette zone-là, elle peut être vraiment exploitée, on ne passe pas vraiment à une protection. La preuve, les activités d'exploration qui continuent, il y a des projets de compensation, mais on ne compense pas vraiment la terre, on compense seulement les cultures pour pouvoir permettre effectivement aux populations aussi vraiment de continuer vraiment à vaquer à leurs occupations, permettre aussi à la biodiversité. Au Sénégal où j'étais, il n'y a pas eu vraiment de protection vraiment des installations parce que effectivement nous étions très très éloignés vraiment des populations et là-bas la réalité sécuritaire est différente de la réalité sécuritaire ici aussi. Mais malgré qu'on ait mis vraiment une clôture vraiment pour protéger les installations, mais il y a toujours vraiment des personnes vraiment qui viennent pour essayer d'endommager le matériel construit. D'accord, merci. Alors, Solène, il y a une question d'un participant pour vous qui veut savoir, excusez-moi, il faut que je remette mes questions. Avec l'expérience de votre site minier au Chili et de tous les efforts effectués par la mine, éviter les zoonoses aussi. Monsieur Dia, voilà, merci. Quels sont aujourd'hui les besoins? Est-ce qu'il y a une sorte d'évaluation des besoins actuels des populations après 20 à 30 ans de projet de développement? Je vous jure que moi-même, je ne comprends pas le sens de la question. Et sinon, voilà, ouais. Quels sont, à ce jour, quels sont les types de soutien demandés par les populations autour du site minier? Il y a deux choses. Il y a plusieurs types d'opposition ou de demandes de soutien. Donc d'abord, c'est une mine qui est très ancienne, mais qui a un nouveau projet de développement aujourd'hui. Et donc là, on a des gens qui simplement s'opposent au fait qu'on puisse avoir une mine de cette envergure qui est s'installer sous la cordillère des Andes, puisqu'elle mettrait, selon eux, en danger l'approvisionnement en eau, en danger donc pour l'ensemble de la population de la région. Puisqu'elle aurait une affectation particulière sur les glaciers. Donc ça, c'est une première chose qui est reprochée à l'entreprise, c'est l'emplacement même de son site, en fait. Et puis ensuite, il y a les populations locales qui, par exemple, manquent d'accès à l'eau, puisqu'on est dans une région qui, par endroits, a des caractéristiques semi-arides, et donc, voilà, qui demandent à l'entreprise de garantir leur accès à l'eau. Ou encore les populations qui sont situées à proximité immédiate du bassin de décantation des résidus, qui là aussi sont très inquiets des risques que peut représenter ce bassin dans une région sismique, et donc qui demandent une transparence sur la gouvernance des risques, sur la gestion de ces risques, sur les plans de prévention, etc. etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, merci. Oui, à la suite de ton intervention, moi j'ai juste une question peut-être à poser à vous trois. Et bien avant, je vais commencer par toi, Solène, parce que tu disais dans ta présentation, pour pouvoir régler les problèmes liés aux conflits qui sont induits justement par les exploitations minières, il y a eu du développement de nouvelles stratégies. Donc, il y a la question de la participation citoyenne anticipée. Après, il y a aussi la stratégie de gouvernance par projet, de gouvernance collaborative. Et puis, à cela s'est rajouté l'omniprésence de l'entreprise. Et suite à ta réponse de tout à l'heure, on se rend compte que ce n'est pas seulement les conflits ne sont pas seulement liés à des questions de rétribution financière ou à des questions où des populations s'attendent à gagner plus que ce qu'elles avaient, mais que derrière, il y a une prise de conscience écologique qui est derrière. Et donc, ça remet en question justement cette notion de transparence
de la part des acteurs politiques, institutionnels, mais aussi de la part des entreprises. Et puis, ça met en lumière déjà ce que disait aussi Patrice Eba par rapport à l'application des cadres juridiques réglementaires dans les États africains, mais de façon directe aussi au Chili et au Pérou. Et donc, moi, j'ai envie de poser une question et ce sera la question en guise de conclusion pour tout le monde. Aujourd'hui, quel pourrait être l'apport de la RSE pour les entreprises minières voilà, en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance? Donc, 30 secondes, 1 minute, mais, après vos 4 interventions, on clôture le webinaire. Merci. C'est bon pour la question? Est-ce que vous m'entendez? Je ne t'entendais pas. Je ne sais pas si toi, tu m'entends. Si, là, je t'entends, oui. Okay, est-ce que tu m'entends? Tu peux reprendre rapidement? Alors, donc, je disais ma question pour clôturer et je vais vous demander à tous les 4 intervenants voilà, d'y répondre en moins d'1 minute chacun. Aujourd'hui, quel pourrait être le rôle de la RSE en tant qu'outil stratégique pour les entreprises du secteur minier ou les acteurs institutionnels pour la gestion du risque environnemental, social, sociétal, économique et de contribution voilà, de ces entreprises au développement économique et durable des territoires? Quel pourrait être l'apport de la RSE? Bon, je dirais qu'une entreprise responsable ne devrait pas être une entreprise vraiment qui pense seulement vraiment à ses intérêts, à ses bénéfices. Quand une compagnie minière s'installe dans une localité, bien sûr, elle est là vraiment pour faire du profit, mais ce bénéfice doit pouvoir être en quelque sorte distribué, doit pouvoir être partagé avec les communautés qui vous accueillent. Parce que ces communautés, avant votre arrivée, elles vivaient vraiment de la terre, vraiment des cultures vraiment que portait la terre. Donc, aller même au-delà même de ces engagements, je dirais que légaux, aller même au-delà même des engagements qui ont été pris d'études d'impact environnemental et social, c'est une manière de démontrer que oui, on se soucie vraiment du bien-être de ceux qui sont. Aujourd'hui, les tests de loi, notamment en Côte d'Ivoire, sont en train de tendre vers ça, avec la mise en place vraiment des fonds du CDLM. Mais c'est de l'argent qui est très bien géré. Et les populations ne s'attaqueront plus jamais vraiment aux compagnies minières pour demander de l'emploi, mais si vraiment les compagnies minières arrivent à asseoir des projets qui permettent aux populations de se prendre elles-mêmes en charge, elles pourront véritablement contribuer à la protection de la licence sociale et de la licence environnementale. Donc, pratiquer la RSE vraiment par les compagnies minières, je dirais que c'est quelque chose vraiment qui devrait être vulgarisé et qui doit pouvoir être encouragé. Et les États doivent vraiment se préparer à accompagner parce que l'expérience qu'on vit, c'est vrai qu'on vous donne le permis, c'est vrai qu'on vous dit, bon, voilà ce que demande le plan de gestion environnementale et sociale, mais souvent la mise en œuvre sur le terrain, on est face à des réalités et souvent on a besoin notamment de l'accompagnement vraiment de l'État vraiment pour pouvoir permettre à ces populations-là de comprendre et de pouvoir vraiment jouer le rôle, pas un rôle passif, mais un rôle très actif pour pouvoir leur permettre vraiment de subvenir à leurs besoins et de penser aux besoins des générations futures. Je vous remercie. Alors, Thierry ou Patrice ou Solène qui veut son mot de conclusion? Allô? Oui, je suis là. Merci bien, Placide. Pour la question, je crois bien que... Vous m'entendez? Oui, si, très bien. Ok, merci. Enfin, pour ma part. Comme M. Etienne l'a dit, mais moi, je dis toujours que la RSE, en fait, dans le cadre des mines, est considérée comme le miroir, en fait, de l'entreprise minière. L'entreprise peut se mirer elle-même. Les différentes composantes, en fait, des différents acteurs de la mine peuvent regarder à travers ce miroir aussi leur réalité sociale, environnementale. Et donc, il est vraiment important aujourd'hui dans le contexte en fait, des mines responsables vertueuses
d'évoluer d'aller au-delà même de la question de la RSE. Je sais qu'elle est jeune en Afrique et même dans le cadre du domaine minier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun code minier ne donne un cadre juridique en fait relatif à la RSE dans le cadre des mines. Le code minier ivoirien en parle, mais ne donne pas grand-chose là-dessus. Vous voyez? Et donc, il est important de construire en fait un cadre juridique propre à la RSE sur la base en fait des différentes pratiques qui sont en train de se développer et aboutir je dirais, à un protocole, sinon, oui, un protocole sur la pratique de la RSE dans les mines en Afrique de l'Ouest. Parce que le volet à la fois économique, social, environnemental de la RSE voit aujourd'hui l'aspect culturel sont des éléments très importants à prendre en compte dans la construction des mines. Et on le sait en Côte d'Ivoire ici, il y a une mine qui avait été fermée, qui subissait en fait l'assaut des populations. Et je l'ai dit une fois, mais si vous voyez qu'aujourd'hui la mine, les populations vous empêchent, c'est parce que vous n'avez pas pris en compte certains principes, donc le principe de participation, d'information. Et ça, ce sont des principes très importants à intégrer dans les politiques RSE des populations. On fait des études d'impact. Mais après, les structures chargées de suivre les études d'impact ne font pas ce travail-là. Les audits ne sont pas faits. Et donc, il revient aux entreprises de pousser aussi l'État à jouer son rôle pleinement et la société civile. Donc, c'est une action beaucoup plus exclusive, complète pour la RSE dans le cadre des mines. Donc, je pense que c'est à ce sens-là, la RSE sera également, en fait, pour nous, la solution à tout ce qui est question environnementale et sociale dans le cadre des mines, quoi. Merci. Alors, merci Patrice. Thierry, mot de fin, 30 secondes. Après, je passe la parole à Solène. Nous avons dépassé le temps de 19 minutes et après, on va clôturer. Merci. Est-ce que Thierry est là? Si Thierry n'est pas là, Solène, tu as un mot de fin? Thierry devait nous quitter pour une autre réunion, donc je pense que là, vu l'heure qu'on a dépassée, D'accord. là, je pense. Hein. D'accord. Est-ce que Solène a un mot de conclusion? Oui, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'ont dit Patrice et Pascal précédemment. Et je pense que en fait, la collaboration entre l'État et l'entreprise au niveau de la RSE peut permettre de générer et d'intégrer une vision justement intégrale du territoire, puisque le projet minier, il est en lien avec différentes composantes environnementales, le sous-sol, le sol, l'eau, l'atmosphère. Avec des enjeux économiques, sociaux et culturels sur place. Et donc, à partir de là, construire des visions justement intégrées du territoire avec toutes ces composantes. Et ça peut avoir des résultats, je pense, très intéressants pour le développement dans les années à venir. Merci à toutes et à tous pour vos belles conclusions. Merci à tous les participants d'être restés jusqu'à midi 20. Donc, pour les webinaires, on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Nous avons lancé notre campagne d'adhésion à l'association. Donc, n'hésitez pas à adhérer à RSEPED et contribuer par vos expertises diverses, que ce soit au niveau de vos entreprises, de vos institutions ou au niveau personnel en tant qu'expert au développement de nos activités. RSEPED, c'est une communauté, c'est des acteurs qui ont pour passion la RSE, les ODD, le développement des territoires en Afrique. Et je vous exhorte, pour ceux qui sont très intéressés par ce que nous faisons, de ne pas hésiter à rejoindre le mouvement en adhérant. Merci à tous les participants. On se dit à bientôt. Et dernière chose, allumez tous vos caméras, s'il vous plaît, pour une capture d'écran qu'on pourra mettre, nous, dans nos rapports. Anne-Sophie, je te laisse gérer la capture d'écran. Tu me dis quand c'est bon.
Sortez vos plus beaux sourires. Oui, Titi. C'est bon? Anne-Sophie, ton micro est fermé. Ok, c'est bon. Merci à tous. Allez, bonjour, Sophie. Merci à tous. Bon appétit. Merci À Placide. bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée. Les Allez. Sénégalais sont en ligne. Salut. Merci. Merci pour la présentation. Bonne journée à vous. Au revoir. J'étais très ravi